Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Des mesures fortes pour que tous les enfants africains aient accès à l'éducation, aux soins, à un niveau de vie décent. Cela constitue un impératif. Ce 16 juin est célébrée la Journée mondiale de l'enfant africain. Faut-il supprimer l'examen du certificat d'études primaires? C'est une question qui suscite polémique dans la mesure où l'on observe de plus en plus une perte d'intérêt des recruteurs vis-à-vis de ce diplôme. Un spécialiste donne son avis dans ce journal. Enfin, la grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976, date à laquelle des milliers d'enfants, d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d'enfants ont été tués et blessés par le régime de l'apartheid en place à l'époque. Aujourd'hui, la situation des enfants en Afrique est toujours préoccupante. Quelle politique pour une véritable protection de l'enfant africain? Élément de réponse dans ce reportage de Émile Azokota. L'enfant étant l'adulte de demain, il devrait pouvoir bénéficier d'une protection spéciale face à toute forme de menace pouvant affecter sa santé physique, morale et sa faculté intellectuelle. En effet, c'est pour atteindre cet objectif que l'enfant, notamment africain, bénéficie d'une protection particulière, qu'il vive dans la rue ou chez ses parents. Il faut naturellement faire en sorte que les dispositions que nous avons au niveau normatif puissent être en adéquation avec nos réalités. Il ne faut pas promouvoir des réalités qui briment l'enfant. Il ne faut pas promouvoir des réalités qui empêchent l'enfant de connaître un épanouissement au point biologique et au point psychologique. Mais on doit pouvoir mettre en adéquation les dispositifs réglementaires avec ce que nous avons comme réalité socio-culturelle au niveau de nos populations. L'engagement de la société à travers des actions urgentes en faveur des enfants de la rue reste plus que jamais d'actualité dans le monde et surtout en Afrique. Un continent très jeune avec 40% de sa population qui se situe entre 0 et 14 ans et 19% entre 15 et 24 ans selon les chiffres publiés en 2020 par l'UNICEF. Aussi, les jeunes de 0 à 26 ans représentent-ils 80% de la population totale du continent. Au Bénin, le pourcentage des enfants de 0 à 14 ans est de 46% et celui des jeunes de 15 à 24 ans est de 21% selon les chiffres de l'INSAE. Il est donc urgent de prendre à bras le corps ce problème. Et l'une des premières alternatives pour y parvenir est l'accès à une justice équitable. Quand on parle de l'accès à la justice de l'enfant, il y a beaucoup de cadres normatifs qui encadrent la question. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme, il y a les dispositions internes au Bénin. Le Bénin a ratifié beaucoup de dispositions à l'international, mais il s'est également doté de beaucoup de dispositions à l'interne. Il y a la Constitution qui en parle, il y a le Code de l'enfant au Bénin qui en parle. Et donc, il y a beaucoup de dispositions institutionnelles et réglementaires qui quand même permettent à l'enfant d'accéder à la justice, aux droits qui font en sorte que les droits de l'enfant puissent être reconnus et valorisés. Mais malheureusement, nous avons notre contexte social qui fait que ce que les normes prévoient et ce que le contexte social entend par justice et par égalité de l'enfant, il n'y a pas toujours concordance entre les deux réalités. La quête du bien-être social et économique est inhérente à tout être humain, encore plus chez les enfants. Il est donc impérieux d'en tenir compte pour l'épanouissement de ces bouts de chou. Savez-vous qu'en plus du gynécologue obstétricien, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte? Eh bien, il est révolu le temps où le pédiatre ne s'intéressait au bébé qu'à partir de la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chances au fœtus de naître avec un minimum de souffrance. Romuald Boton nous en parle dans ce reportage de Mariam Bossemede. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je disais même avant la conception, pendant la conception
jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau, en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent, en fait, plus tard, ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis, au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. C'est un examen qui date de l'époque coloniale. Le CEP, certificat d'études primaires, est le diplôme qui vient sanctionner les 6 années d'études du CI au CM2. Face à un marché de l'emploi fortement basé sur les compétences et expériences, faut-il en arriver à la suppression de cet examen? La question est aujourd'hui sujet à polémique. Et si certains sont de cet avis, d'autres pensent que non. Adrien Akani, conseiller pédagogique, donne son avis sur la question. Je crois qu'on n'a pas intérêt à supprimer l'examen du CEP parce que ça sert quand même de filtre pour permettre à l'enfant de jauger ses connaissances afin de lui permettre d'aller au secondaire. Vous savez, on ne peut pas quand même, comme une évaluation, quand même passer un enfant du CM2 au collège. Ce ne serait pas bien. Ça fait 6 ans de connaissances. Et il faut quand même évaluer l'enfant afin de lui permettre quand même d'avoir ce sésame-là qui lui permettent d'aller au collège. Le supplément, vous savez, actuellement, par exemple, nous avons une catégorie d'enseignants qui sont prêts à tout. Dès qu'ils ont un peu de sous, ils peuvent tout changer. Et bon, sans examen, avec le même enseignant de l'enfant, c'est qu'il peut lui permettre, quand l'enfant ne travaille pas, quand même d'avoir l'opportunité d'aller au collège. Ce ne serait pas bien. Il faut revoir quand même la qualification des enseignants. Il faudrait quand même qu'on les forme à la hauteur de la tâche. Bon, en dehors de ça, c'est que nos enfants, par exemple au CM2, il ne faudrait pas qu'on donne seulement l'opportunité au lycée pour la formation. Vous savez, il y a des enfants qui sont déjà doués au primaire. On peut quand même associer la théorie, l'enseignement qu'on leur donne avec la pratique de quelques activités pour leur permettre, si toutefois ils ne réussissaient pas quand même d'aller se faire de l'argent. Pas un métier.
Ces dernières heures ont été riches en informations au plan national. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. Voici le condensé de quelques sujets avec Ulvaeus Balogun. Les 21e négociations bilatérales entre le Bénin et l'Allemagne se sont ouvertes mardi dernier sur fond d'engagement aux priorités de développement. La rencontre trace la voie au grand chantier de développement du Bénin et vise à donner un élan plus ambitieux au partenariat entre les deux pays. Ces négociations leur permettront de convenir de l'enveloppe financière à consacrer aux projets et programmes de développement dans plusieurs domaines, dont les secteurs de la bonne gouvernance, de l'eau, de l'assainissement, de la formation technique et professionnelle, de la diversité, de l'énergie renouvelable et de la décentralisation. À terme, il s'agira de définir une feuille de route des actions à entreprendre afin de garantir une exécution optimale des engagements pris. Bientôt, une obligation de souscription d'assurance pour tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur en République du Bénin. Les députés vont examiner une proposition de loi en ce sens ce jeudi 17 juin. La dite souscription d'assurance pour les engins à 2 roues deviendra donc obligatoire pour tout utilisateur au même titre que l'assurance automobile qui couvre les dommages corporels et matériels que l'automobiliste fait courir aux autres usagers de la route ou aux passagers à bord du véhicule assuré, ainsi que les dommages matériels subis par le véhicule. Dans son souci d'évaluer en continu les solutions pour limiter l'impact de la pandémie du Covid-19, la Banque mondiale a débloqué 30 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA pour assurer l'achat du vaccin et sa distribution sur l'ensemble du territoire national. Une aide additionnelle au Bénin pour faciliter l'accès aux doses de vaccins Covid-19 pour les Béninois, en particulier les populations vulnérables. Ce soutien vient en appui aux efforts déjà consentis et qui ont permis au Bénin de bénéficier de la construction de 13 laboratoires fonctionnels, de 89 centres de dépistage équipés, de 5 centres de traitement. Toutes choses qui ont permis aux populations, depuis avril 2021, d'avoir accès à des tests et une prise en charge gratuite. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité au Bénin, hormis bien sûr le volet politique. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.